Elle m'a dit, je suis fatiguée de faire semblant de t'aimer, alors je l'ai mise à la porte sur le champ. Ensuite elle a demandé pardon, mais c'était déjà trop tard. Quand elle a dit, je suis fatiguée de faire semblant de t'aimer, tout ce à quoi j'ai pensé a été, enfin quelque chose de sincère qui sort de ta bouche. Je m'appelle Kendrick, j'ai 24 ans, et j'écris ceci parce que je suis fatigué de voir des histoires où les gens laissent les autres marcher sur eux. J'en ai assez de lire des récits pleins d'excuses, peut-être qu'il va changer, je crois que j'ai été trop dur, tu vois. Parfois, la bonne chose à faire, c'est poser une limite et retirer quelqu'un de ta vie quand cette personne ne te valorise pas. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec mon ex, Kelly, elle aussi âgée de 24 ans. Je veux raconter comment j'en suis arrivé au point de devoir la mettre dehors de mon appartement après qu'elle m'a dit, avec une froideur glaciale, qu'elle était fatiguée de faire semblant de m'aimer. Mais l'histoire ne commence pas là. Elle commence de façon beaucoup plus simple, presque innocente. Actuellement, j'étudie l'administration des entreprises et je travaille de nuit dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 dans ma ville. Ma routine est simple, mais intense, j'étudie le matin, je travaille la nuit et je recommence. Au début, il m'a été difficile d'adapter ma vie à ce rythme, mais je m'y suis habitué. Avoir des objectifs clairs aide beaucoup. J'en avais toujours deux, acheter mon propre appartement et m'offrir une Mustang Shelby GT5 Sense avant mes 27 ans. Ces objectifs étaient ma boussole. Toute ma vie tournait autour d'eux, et pendant un moment, j'ai pensé que le mieux pour moi était de rester seul. Pas de relation, pas de distraction. Et c'est là qu'elle est apparue. J'ai rencontré Kelly à l'université. Elle étudie le droit et, dès la première fois que je l'ai vue, j'ai su qu'elle m'attirait. Pas seulement physiquement, elle avait une aura différente, un mélange de confiance et de légèreté qu'on ne voit pas si souvent à notre âge. Elle était disciplinée, responsable, toujours avec une pochette pleine de documents et des passages surlignés. Ça a attiré mon attention, mais ce qui m'a vraiment conquis, c'est son côté entrepreneuse. Kelly avait un petit business de dessert, quelque chose qui avait commencé comme un hobby mais qu'elle avait transformé en une source de revenus stable. Elle vendait des gâteaux personnalisés, des brownies, des cookies et d'autres gourmandises. Mais ce n'était pas seulement le produit, c'était l'attitude. Il y avait de la passion dans ce qu'elle faisait, une vision. Elle investissait, réinvestissait, planifiait. Elle parlait de son affaire comme si c'était une entreprise destinée à grandir. Et je respecte profondément ceux qui ont des objectifs et qui travaillent pour les atteindre. Même si je m'étais promis de ne pas rentrer dans une relation, la vérité, c'est que Kelly a détruit cette idée très vite. Je ne suis pas allé la voir pour flirter au début. Je me contentais de l'observer de loin, comme quelqu'un qui regarde ce qu'il veut sans être sûr de pouvoir la voir. Jusqu'au jour où nous nous sommes retrouvés dans un café près de l'université. Elle était seule en train de réviser, et j'y étais passé pour prendre un café avant le travail. À ce moment-là, j'ai senti que si je ne lui parlais pas, je le regretterais. Je me suis approché avec une excuse simple. « Salut, je crois qu'on étudie dans le même bâtiment, non ?» Elle a levé les yeux, m'a offert un sourire calme et m'a dit que oui. Et tout a commencé comme ça. Une conversation simple, naturelle, sans pression. On a parlé de nos cours, de nos horaires, de la difficulté d'équilibrer études et travail. Elle m'a parlé de son entreprise. Je lui ai parlé de mes objectifs. La conversation a coulé toute seule. Quand je suis sorti de ce café, j'ai su que j'étais dans la merde, j'étais tombé amoureux. Une semaine plus tard, on s'est recroisés et on a parlé encore. La semaine suivante, on se parlait déjà tous les jours, et 2 semaines après, on était pratiquement inséparables. Je n'ai pas officialisé tout de suite, mais je sentais qu'on était sur la même longueur d'onde. Tout s'est fait naturellement. Elle est devenue ma copine, et pendant des mois, j'ai cru qu'elle était la bonne personne. Notre relation a commencé forte, stable, avec cette énergie de croissance. On parlait de projets, de futur, de la façon dont on voulait évoluer. Elle soutenait mes objectifs, et je soutenais les siens. On a même planifié des formations, des ateliers, et discuté d'idées pour entreprendre ensemble. C'était l'une des périodes les plus productives de ma vie, parce que j'avais à mes côtés quelqu'un qui voulait avancer aussi. Tout était parfait, littéralement parfait, jusqu'à ce que débarquent Dana, Denise et Diana, 3 filles de notre université qui étudiaient le tourisme. Si je devais les décrire précisément, je dirais qu'elles étaient l'exact opposé de ce que Kelly était quand je les rencontrais. Elles étaient fêtardes à un niveau difficile à expliquer. Je ne parle pas de sortir de temps en temps.
Je parle de fêtes en pleine semaine, de sécher les cours pour aller boire au petit déjeuner, de voyages improvisés, de nuits entières sans dormir. Je ne sais pas comment, mais elles étaient toujours mêlées à un événement, une sortie, une folie quelconque. La chef du groupe, c'était Dana, la plus extravertie, la plus impulsive, et aussi celle qui avait un avantage que les deux autres n'avaient pas, son père était directeur de l'université. Ça signifiait que peu importe le nombre de cours auxquels elle manquait, les devoirs rendus en retard, ou les plaintes des professeurs, il ne se passait jamais rien. Pas d'absence, pas d'avertissement, pas de conséquences. Je savais qui elles étaient. Tout le monde à l'université savait. Elles étaient ce genre d'étudiantes qui vivent la fac comme si ce n'était qu'un décor secondaire pour leur vie sociale. Elles n'étaient pas de mauvaises personnes, mais elles étaient irresponsables. C'est pour ça que ça m'a tellement surpris quand, du jour au lendemain, Kelly est apparue comme leur amie. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Un jour, elle m'a dit que l'une d'elles avait acheté ses desserts. Le lendemain, qu'elle avait aidé le groupe pour un devoir. Et soudain, elles étaient dans ses stories Instagram, sur ses photos de groupe, dans ses conversations, et quand je m'en suis rendu compte, elle faisait déjà partie de sa routine. Mais le problème n'était pas l'amitié en soi. Le problème, c'était la manière dont cette amitié l'avait transformée. Au début, ça ne me dérangeait pas qu'elle sorte avec elle. Kelly restait responsable, elle continuait de travailler sur son business, elle continuait d'étudier avec discipline. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer des signes qui ne me plaisaient pas. D'abord, les sorties plus fréquentes. Ensuite, les fêtes en pleine semaine. Puis, arriver fatiguée en cours parce qu'elle avait passé la nuit dehors. Après ça, annuler des rendez-vous avec moi parce que, les filles avaient besoin d'elle. Et c'est là que tout a commencé à se dégrader. La première fois qu'elle a annulé, j'ai compris. La deuxième, j'ai accepté. La troisième m'a mis mal à l'aise. Et quand c'est devenu une habitude, j'ai compris qu'il y avait un problème. Elle avait changé sa routine, son énergie, son focus. Ce qui auparavant était de la passion pour son entreprise est devenu des excuses pour ne rien cuisiner. Ce qui auparavant était des après-midi d'études est devenu des sorties improvisées avec ses nouvelles amies. Ce qui auparavant était de la ponctualité est devenu des retards et des oublis. J'ai essayé de lui parler calmement, mais elle répondait toujours des choses comme « Je suis juste en train de me détendre, moi aussi j'ai le droit de m'amuser. Je ne veux pas vivre stressé tout le temps. » Aucune de ces phrases n'était un problème isolément. Mais ce qui était un réel problème et un sérieux, c'était ce rejet constant à mon égard. Pas par méchanceté, mais par priorité. J'avais cessé d'être son compagnon pour devenir un espace qu'elle pouvait déplacer ou ignorer selon ce qui l'arrangeait. Un soir, par exemple, nous avions prévu de dîner après mon service. L'idée venait d'elle, parce qu'elle disait que je lui manquais et qu'elle voulait me voir. J'ai terminé mon service, je suis sorti épuisé et je suis allé au point de rendez-vous. Elle n'est jamais venue. J'ai appelé. Rien. J'ai envoyé des messages. Rien. 3 heures plus tard, elle a posté une story en pleine fête. Je suis resté assis là, sur le trottoir du restaurant, en regardant cette story et en me demandant à quel moment tout avait tourné comme ça. Et ce n'était pas la seule fois. Ma patience touchait à sa fin, mais je n'avais pas encore explosé. Je cherchais encore des excuses, car la personne que j'avais connue n'était pas comme ça. La fille que j'admirais n'aurait jamais agi ainsi. Mais les semaines passaient et elle s'éloignait de plus en plus de tout ce qui faisait d'elle quelqu'un de spécial. Je ne voulais pas sortir avec une copie des 3 filles qui vivaient dans les fêtes. J'avais aimé quelqu'un de complètement différent. Et le pire, c'est qu'elle ne s'en rendait même pas compte. Tout a vraiment basculé le jour où elle a annulé un rendez-vous important, que nous avions planifié depuis des semaines, pour aller à une fête surprise organisée par ses amis. Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais plus affaire à la même personne. La Kelly que j'avais rencontrée n'aurait jamais fait ça. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a vraiment commencé à déraper. Jusqu'ici, n'importe qui pourrait se demander. Pourquoi tu dis que tu es fatigué d'être un paillasson si tu as supporté tout ça? Tu en étais un aussi? Et pour être honnête, oui. Ils ont raison. Je pensais la même chose de moi. C'était évident. J'agissais comme tel. Je m'accrochais à une version idéalisée de Kelly parce qu'il était difficile d'accepter que quelqu'un avec autant de potentiel puisse changer si brutalement, si vite et pour des raisons aussi insignifiantes. Je voulais croire que c'était une phase, une confusion, quelque chose de temporaire.
Mais la vérité, c'est que j'étais aveugle. J'avais cette absurdité d'espérer qu'elle se rendrait compte de tout toute seule. Et cet auto-mensonge m'a coûté cher. La nuit où elle m'a laissé planter, je l'ai confrontée. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas insultée. J'étais juste épuisé, fatigué d'attendre, de croire que c'était à moi d'être compréhensif, patient, flexible. Quand je l'ai enfin trouvée, elle sortait d'une fête avec ses amis. Elle était euphorique, maquillée, riant comme si rien n'avait de conséquence. Et quand elle m'a vu, elle a eu un air surpris, comme si elle avait oublié que nous avions un rendez-vous. Je l'ai confrontée directement. Je lui ai dit que ce n'était pas normal, qu'elle ne pouvait pas continuer à me planter sans prévenir, que le minimum était le respect. Elle a réagi sur la défensive. Qu'elle était fatiguée. Que je voulais contrôler sa vie. Que j'exagérais. Je lui ai tout dit calmement, mais fermement. Et elle a simplement explosé. On a passé une mauvaise soirée. A-t-elle crié, comme si j'avais été le méchant. Je suis resté silencieux. À la fin, elle a dit qu'elle partait, et je ne l'ai pas retenue. J'habite dans un appartement près de l'université, que je loue. Je précise parce que je n'ai pas encore acheté le mien. Il est petit, mais confortable. Elle avait l'habitude de rester chez moi presque tous les jours. Quand elle est partie énervée ce soir-là, je ne l'ai pas suivie. Non pas que je m'en fichais, mais parce que j'ai senti que, pour la première fois, ce qu'il fallait faire était de laisser les choses suivre leur cours sans forcer quoi que ce soit. J'ai pensé que ce silence était nécessaire. Le lendemain matin, très tôt, j'ai reçu un message de sa part. Un long message, rempli d'excuses. Elle disait qu'elle avait mal agi, qu'elle comprenait m'avoir mis de côté, qu'elle était en train de perdre l'équilibre et que ce n'était pas la personne qu'elle voulait être. Elle a demandé une autre chance. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait négligé sans s'en rendre compte et qu'elle ne voulait pas perdre notre relation. J'ai accepté. Et pendant 2 semaines entières, Kelly est redevenue celle que je connaissais. Je ne sais pas si c'était une tentative sincère ou juste une période de culpabilité, mais elle avait complètement changé. Elle avait arrêté de sortir avec les 3 amis, avait repris son business de dessert, recommencé à étudier sérieusement. Elle m'envoyait des messages tous les jours comme avant. Elle semblait de nouveau concentrée. Elle parlait même de projets et d'objectifs, comme si elle voulait rattraper le temps perdu. Pendant ces 2 semaines, j'ai cru que nous allions bien. Que tout ce chaos n'avait été qu'un écart momentané. J'ai cru qu'elle avait compris le mal qu'elle causait. J'ai cru que ses efforts signifiaient quelque chose. Mais alors, quelque chose est arrivé qui m'a complètement ouvert les yeux. Un jour, alors que je me reposais avant d'aller au travail, j'ai regardé mes réseaux sociaux et j'ai vu que Diana, l'une des 3 amies, avait posté un mème en taguant Kelly. Le mème disait: quand tu vois un mec plus beau que ton copain, mais que tu es fidèle, mais que tu te disputes avec ton copain pour ne pas te sentir trop coupable. Et Diana l'avait tagué en écrivant: ah, t'es vraiment méchante. Ma réaction a été immédiate, un choc sec dans la poitrine. Ce n'était pas de la jalousie, ni de l'insécurité. C'était de l'indignation. Ce même disait bien plus qu'il n'en avait l'air. C'était une provocation directe envers moi et une insinuation directe envers elle. Et le pire, c'est que son amie avait posté ça comme une blague interne, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais, comme si tout était une plaisanterie dans mon dos. Je connaissais suffisamment Kelly pour savoir qu'elle contrôlait les tags. Elle acceptait ou refusait les identifications. Et ce n'était pas la première fois que Diana postait des choses insinuant une infidélité, mais c'était la première fois qu'elle taguait Kelly dans quelque chose d'aussi explicite depuis qu'elle avait, soi-disant, changé. Je lui ai envoyé un message immédiatement. C'est quoi, ça? Pourquoi on te tague là-dessus? Elle a mis du temps à répondre et, quand elle l'a fait, ce fut bref. Calme-toi, c'est juste un mème. Ce ton. Cette indifférence. Cette banalisation de quelque chose d'évidemment irrespectueux. Ça m'a brûlé de l'intérieur. J'ai répondu. Juste un mème? Depuis quand c'est drôle? Les filles ne savent pas faire des mèmes marrants sans parler de tromperie? Elle s'est vexée immédiatement. Elle a changé de ton comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Soudain, on était revenu des semaines en arrière. Tu exagères encore. Ça recommence. Tu dis toujours la même chose. Et la discussion a commencé. Je lui ai rappelé toutes les fois où elle m'avait laissé en plan, toutes les fois où elle avait annulé pour aller à des fêtes,
toute la charge émotionnelle que j'avais dû porter pendant qu'elle jouait à mener deux vies. Elle a dit que je sortais tout de son contexte, que je l'étouffais, que j'interprétais mal, qu'elle avait le droit de s'amuser. Je n'étais plus calme. Je sentais que la conversation n'avançait pas, parce qu'elle refusait d'admettre quoi que ce soit. Puis, dans un moment de silence, quand j'ai pensé qu'elle allait enfin réfléchir, elle a ouvert la bouche et a dit, sans trembler, sans hésiter. La vérité, c'est que je suis fatigué de faire semblant de t'aimer. Tu ne m'apportes que des maux de tête. Le monde s'est éteint. Pendant quelques secondes, je n'ai pas su comment réagir, non pas par tristesse, mais par la clarté brutale que ces mots apportaient. Elle avait dit ça avec froideur, comme une sentence. Comme si elle avouait quelque chose qu'elle gardait depuis longtemps. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas insulté. J'ai simplement répondu. Parfait. Alors, dégage. Elle est restée choquée. Son visage a complètement changé, comme si elle ne s'attendait pas à me voir réagir avec une telle fermeté. Comme ça, si facilement. Tu ne vas pas t'excuser ou quoi? Tu vas juste me laisser partir? Je n'ai pas pu retenir un rire sarcastique. Je ne te laisse pas partir. Je te mets dehors. Son expression est devenue de l'incrédulité pure. On aurait dit qu'elle n'arrivait pas à concevoir l'idée d'être retirée de ma vie, comme si elle avait l'habitude que les gens cèdent toujours face à elle. Je pensais que tu allais me demander pardon. C'était censé être comme ça. Et elle a commencé à pleurer. Des larmes fortes, dramatiques, comme si c'était elle la victime, comme si elle n'avait pas prononcé qu'elle faisait semblant de m'aimer. Je suis resté ferme. Tu ne vas pas me manipuler avec des larmes. Sors maintenant. Elle s'est approchée, a essayé de toucher mon bras. Sa voix a complètement changé, douce, tremblante. Chérie, calme-toi, on peut parler. C'était impulsif. Je t'aime. Je t'aime vraiment. J'ai besoin de toi. Mais je ne pouvais plus entendre ça sans ressentir du dégoût. Une partie de moi venait de se briser à cet instant. Et l'autre, celle qui était restée silencieuse pendant des semaines, a enfin parlé. J'en ai marre de cette merde. J'aurais dû rompre avec toi quand tu es devenu ami avec ces filles sans avenir. Elle a ouvert de grands yeux, offensée. Et nos objectifs? Et notre futur? Et c'est là que j'ai enterré le tout pour de bon. Il n'y a plus de nos objectifs. Plus de notre futur. Chacun est parti de son côté. Par maintenant, où j'appelle la sécurité de l'immeuble. Elle a continué à pleurer, mais ses larmes avaient désormais un autre son, un vrai désespoir. Je ne sais pas si c'était par amour, par peur ou par ego. Probablement par ego. Elle a pris ses affaires avec les mains tremblantes et s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir, elle m'a regardé, comme si elle attendait que je l'arrête. Je n'ai rien fait. J'ai seulement répété. Va-t'en. Et elle est partie. La porte s'est refermée derrière elle et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti du silence. Un vrai silence. Un silence dont j'avais besoin. Après cette nuit-là, tout s'est terminé définitivement. Il n'y a pas eu de message ensuite, pas de tentative de réconciliation de ma part, et elle non plus n'a jamais essayé de me recontacter directement. Nous avons simplement cessé d'exister l'un pour l'autre. Je pensais que ce serait difficile de la voir à l'université. Mais ça ne l'a pas été. Je la voyais, bien sûr, mais je ne ressentais plus rien qui me ferait reconsidérer ma décision. La première fois que je l'ai croisée dans les couloirs après la rupture, c'était étrange. Elle avançait avec ses amis, apprêtée, en train de rire comme d'habitude. Quand elle m'a vu, elle a baissé les yeux et est devenue sérieuse. Moi, j'ai simplement continué à marcher comme si je ne la connaissais pas, non pas par fierté, mais parce que je n'avais aucune raison d'interagir. Cette phase était terminée. Pour moi, elle était complètement morte. Au fil des semaines, je la voyais parfois à la fac, parfois seule, parfois avec Dana, Denise et Diana. Elle n'a jamais essayé de s'approcher, jamais essayé d'engager une conversation, même pas un salut par politesse. C'était comme si notre passé était devenu un film que nous avions éteint en même temps. Même ainsi, par la façon dont elle marchait, par la rapidité avec laquelle elle détournait le regard quand nos yeux allaient se croiser, on pouvait percevoir une certaine tension, peut-être de la honte. Mais je n'essayais plus d'interpréter quoi que ce soit. Cette partie de ma vie était terminée. Avec le temps, j'ai entendu des choses à son sujet par les camarades.
Pas parce que je posais des questions, l'université est petite, les informations circulent toutes seules. J'ai appris qu'elle avait arrêté son business de dessert. Qu'elle ne cuisait plus tous les jours, qu'elle ne prenait plus de grosses commandes. Elle n'en faisait que de temps en temps, comme un hobby occasionnel. Ce détail m'a surpris plus que je ne l'aurais cru. Ça ne m'a pas rendu heureux. En réalité, ça m'a laissé une sensation étrange, un mélange de tristesse et de confirmation. Elle était douée dans ce qu'elle faisait. Elle avait un vrai talent, de la discipline, de la patience, tout ce qu'il faut pour qu'un business grandisse. Et pourtant, elle avait pratiquement tout abandonné. J'ai aussi appris qu'elle restait plongée dans les fêtes comme si c'était un mode de vie. Elle avait complètement adopté la routine de ses amis, sorties en semaine, événements improvisés, déjeuners qui se terminaient en soirée. Ce n'était pas une rumeur. Je la voyais moi-même sortir du bâtiment de tourisme à des heures où elle n'avait rien à y faire. Je la voyais en tenue de soirée le matin. Je la voyais arriver en retard, clairement avec la gueule de bois. Elle avait choisi un chemin qui ne correspondait ni aux objectifs, ni à la construction, ni à la discipline, rien de ce que nous avions partagé un jour. Il n'y avait plus aucun signe de cette version mature, ambitieuse et organisée que j'avais rencontrée dans cette cafétéria. C'était comme si cette partie d'elle avait complètement disparu, absorbée par un style de vie qui l'appauvrissait émotionnellement. Et c'est là que j'ai eu l'ultime éclair de lucidité. J'avais esquivé une balle. Que ce soit dramatique ou non, dans mon cas, c'était littéral. Si j'étais resté avec elle. Si j'avais cédé une fois de plus. Si j'avais normalisé les signaux. Aujourd'hui, je serais coincé dans une relation qui aurait détruit ma paix et mes objectifs. Elle n'était plus alignée avec rien de ce que je voulais construire. Et le pire, c'est qu'elle ne construisait plus rien pour elle-même non plus. Je ne suis pas heureux de la voir dans cet état. Je ne me sens pas supérieur non plus. Je ressens de la peine, pas comme quelqu'un qui se croit au-dessus, mais comme quelqu'un qui a vu son vrai potentiel et qui l'a vu être gâché. J'ai vu ses mains travailler pendant des heures pour livrer des commandes parfaites. J'ai vu comment elle gérait ses finances avec clarté. J'ai vu ses yeux briller quand elle parlait d'agrandir son entreprise. Tout ça a existé. Ce n'était pas mon imagination. Et voir que cette version d'elle a été avalée par une routine vide. Ça ne fait que me prouver qu'elle-même a décidé d'abandonner qui elle était. La vérité, c'est que tout le monde n'est pas capable d'équilibrer vie sociale, travail et objectifs à long terme, et c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est le dégât que tu peux causer dans la vie de quelqu'un quand tu te perds complètement et que tu entraînes ton partenaire avec toi. Imagine investir du temps, de l'énergie et de l'amour dans quelqu'un qui, du jour au lendemain, abandonne tout ce que tu admirais chez elle. Ça fait mal. Ça perturbe. Ça nourrit l'auto-illusion. Ça te fait croire que si tu attends un peu plus, si tu es un peu plus patient, cette personne redeviendra celle qu'elle était. Mais elle ne revient pas toujours. Parfois, cette version meurt pour de bon. Des mois plus tard, quand je pense à elle, je ne pense ni avec douleur ni avec colère. Je pense avec réflexion. Parce que cette histoire n'est pas seulement une rupture. C'est un exemple de la manière dont une relation peut devenir destructrice sans cri, sans agression, sans une trahison évidente. Parfois, la destruction vient déguisée en indifférence, en irresponsabilité, en incompatibilité que tu essaies d'ignorer et ça peut faire aussi mal que n'importe quelle trahison concrète. Alors voici un message pour les hommes qui vivent peut-être quelque chose de semblable. Avoir une petite amie, c'est génial. En fait, c'est sain. Avoir une partenaire n'est pas un obstacle à tes objectifs si tu es avec la bonne personne. Mais il existe une différence gigantesque entre une relation qui ajoute et une qui soustrait. Et je ne parle pas d'argent. Je ne dis pas qu'elle doit te soutenir financièrement ou régler ta vie. Je parle de quelque chose de bien plus profond et de bien plus essentiel. La paix. La stabilité. La motivation. La tranquillité. Et un véritable soutien émotionnel. C'est ça qu'une partenaire devrait t'apporter. C'est ça que signifie être avec quelqu'un. Si ta copine te cause du stress en permanence. Si elle t'épuise émotionnellement. Si elle t'éloigne de tes objectifs au lieu de t'en rapprocher. Si elle te vole ton énergie. Si elle te rend plus confus qu'elle ne t'apporte de la clarté. Alors ce n'est pas la bonne. Tu n'es pas avec la bonne personne. Et pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est plus alignée avec toi, ni avec ton chemin. Parfois, on insiste pour s'accrocher à quelqu'un qui ne veut déjà plus marcher à nos côtés.
Parfois, on justifie des signaux qui sont des incompatibilités évidentes. Parfois, on invente des versions améliorées de la réalité juste pour ne pas accepter qu'on ne fait plus partie de la vie que cette personne veut construire. Et ça te transforme sans que tu t'en rendes compte en paillasson émotionnel, quelqu'un qui supporte tout en espérant que les choses redeviennent comme avant. J'ai été comme ça. J'ai aussi cru qu'elle allait se recentrer. J'ai aussi pensé que son comportement était temporaire. Je me suis aussi convaincu qu'il fallait attendre. Et j'ai failli perdre de vue mes propres objectifs. La vérité est simple. Quand quelqu'un veut être avec toi, ça se voit. Et quand cette personne ne veut plus, ça se voit aussi. Elle a choisi de suivre un autre chemin, un chemin qui malheureusement l'a éloignée de tout ce qui faisait sa valeur. Elle a perdu sa discipline, perdu sa passion, perdu sa vision. Elle s'est laissée entraîner par des amitiés qui n'avaient aucun intérêt à évoluer. Elle s'est laissée engloutir par un style de vie qui n'offre que des gratifications immédiates. Et même si ce n'est pas ma responsabilité de la sauver, je peux dire qu'observer cette chute à distance laisse un goût amer. Elle avait un vrai potentiel. Elle avait de l'avenir. Elle avait une structure. Et pourtant, elle a choisi la version la plus facile, la plus chaotique et la plus confortable d'elle-même. La version qui n'exige que la présence, pas l'effort. La version qui ne demande aucun engagement, seulement de la compagnie. La version qui ne la pousse pas à grandir, seulement à rester occupée. C'est pour ça que je ne la hais pas, je ne la regrette pas, je ne la pleure pas. Je ressens seulement de la peine pour ce gâchis. Parce que je sais qui elle était. Et je sais qui elle a choisi de ne plus être. Commentaire Monsieur Reddit. Au final, elle n'a pas seulement perdu son copain, elle a aussi perdu le scénario complet de sa propre vie. Mais pas de panique, au moins, elle a gagné des points de fidélité dans le club des amis sans avenir. Chaque choix est une victoire, juste pas forcément une brillante.